Mes amis, bien le bonjour. C'est la première vidéo sur les déboires du Boeing 737 MAX. On va la commencer sur un balcon dans la banlieue de Jakarta. Il y a une habitante qui arrive et qui va trouver un oiseau en train de se noyer dans un bac d'eau qu'elle avait laissé sur le balcon. Elle va secourir cet animal, elle va le soigner et en attendant qu'il recouvre ses forces, elle va le mettre dans une cage. Dans un pays où on croit encore au présage, cet accident d'oiseau ne lui dit rien de bon. Surtout que elle a sa fille qui travaille pour une compagnie aérienne, Lion Air, mais cette fille vole depuis 2 mois sur un avion assez neuf, qui a bonne réputation, le Boeing 737 MAX. Ce jour-là, à quelques centaines de kilomètres de là, il y a un 737 MAX, justement, qui a un petit souci avec une sonde. Sur le côté gauche, il y a une sonde qui semble poser problème. Les pilotes sont pleins d'indications un petit peu aléatoires, parfois, des erreurs intermittentes. Le mécanicien arrive au niveau de cette sonde, située tout à l'avant de l'avion. Il jette un petit coup d'œil, bon, elle a l'air normale, mais par acquis de conscience, il décide de la changer. Il va la retirer et puis en placer une autre. L'avion est neuf. La sonde qui a été placée là ne l'est pas. C'est une sonde qui a une longue vie derrière elle. Elle avait été d'abord placée sur un Boeing 737-900ER, Extended Range. Elle était à droite. Et pendant pas mal de temps, elle a causé des petits bobos sur cet avion. C'est-à-dire que le premier officier, le copilote, avait régulièrement des petits soucis sur son affichage de vitesse, d'altimètre et autres. Et donc, après qu'il s'en était plaint au service concerné, donc à la maintenance de sa compagnie, qui est Air Indonesia, eh bien, cette sonde fut retirée. On la retira. Et puis on la remplaça par une sonde neuve qui sortait de son carton. Et ce 737-900ER reprit son vol et on n'entendit plus jamais parler de lui. Cette sonde qui a été retirée, eh bien elle sera envoyée, elle sera empaquetée et envoyée aux États-Unis, en Floride, vers un service de maintenance, vers une entreprise qui s'appelle Extra, qui fait de la maintenance. Beaucoup d'entreprises en Floride liées à l'aérien ne sont pas réputées pour la qualité de leur travail, malheureusement. La Floride, c'est presque, quand il s'agit d'aviation, c'est presque comme si on disait un navire immatriculé à Panama. C'est presque un pavillon de complaisance, en fait. Donc, le standard sur énormément de compagnies, qu'elles fournissent des équipages, qu'elles fournissent des avions, qu'elles fournissent des pièces ou autres services, généralement, elles sont connues pour être relativement accidentogènes. Plusieurs vidéos sur ce canal l'ont illustré. La sonde arrive aux États-Unis. Le technicien ne comprend pas trop ce qu'elle a. Il va voir que sur la sonde, il y a un petit bout de corrosion. Il va décider de remplacer une partie de celle-ci, mais sans réellement investiguer plus en profondeur. Il lui donne un coup d'air comprimé, le classique air comprimé qui règle tous les problèmes, la valide pour la production, la réemballe et la renvoie en Indonésie. Ce jour-là, le 27 octobre, pendant qu'il y avait un accident d'oiseau sur un balcon à Jakarta, un technicien ouvrait la boîte qui venait de Floride, retirait cette sonde et la plaçait sur ce 737 MAX. Le lendemain, le 28 octobre, ce Boeing décolle pour aller à Jakarta, un vol local. Lion Air est une compagnie locale qui fait surtout, même si elle a quelques destinations internationales, sa vocation, c'est faire du vol intérieur à ce pays. L'avion accélère sur la piste. On est juste au premier vol après le remplacement de la sonde. L'avion accélère sur la piste. Le pilote commence à tirer sur le manche et immédiatement, dès que l'avion quitte le sol,
on a un déferlement d'alarmes dans le cockpit. Première alarme, la plus sonore, celle qu'on ne peut pas rater, c'est le vibreur de manche. Tac, 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 qui fait vibrer le manche très bruyamment pour signaler à l'équipage qu'ils sont en train de voler à une incidence trop élevée et que donc ils sont sur le point de décrocher. Les pilotes savent que c'est faux. Ils savent très bien que c'est faux. Parce que ils ont la bonne puissance, ils ont la bonne vitesse, donc ils comprennent tout de suite que c'est un problème de son. Continue leur décollage, rentre le train d'atterrissage. Pendant ce temps-là, le commandant de bord, côté gauche, c'est la sonde gauche qui a été changée, sur le côté gauche, voit que la vitesse qui est affichée devient invalide, l'altitude aussi fait n'importe quoi, plusieurs alarmes indiquent à l'équipage qu'il y a des choses qui vont pas bien dans le Boeing, mais ils n'ont pas le choix, ils ont décollé, il faut continuer et puis possiblement revenir atterrir. Ils rentrent les volets de l'avion, progressivement, et au moment où ils rentrent les volets, quelque chose de terrible va arriver. Le trim de profondeur va commencer à aller à piquer. Alors c'est quoi le trim de profondeur sur un Boeing ? Sur un Boeing 737, j'en ai un qui est relativement en mauvais état, je vous annonce que j'ai le projet de le remplacer. Il y a tout à l'arrière, il y a un empennage, et on a cet empennage qui est constitué de deux parties. On a la surface de profondeur qui est mobile rapidement. C'est sur celle-ci que le pilote agit quand il manipule le manche, quand il le pousse ou il le tire. Il y a cette partie-là, cette aile, qui est beaucoup plus grande que la surface de profondeur, et celle-ci, c'est le plan horizontal réglable. C'est le plan horizontal réglable. Ce plan-là est réglé par le biais d'une vis sans fin. Il est placé dans une position, on l'espère, correcte au moment du décollage. Elle est calculée à chaque décollage en fonction du centre de gravité de l'avion. Et par la suite, en vol, eh bien, au fur et à mesure que la vitesse change, la configuration change, on entre les volets, on les sort, tout ça, il faut agir dessus par le biais de boutons placés sur le manche pour le régler correctement. Quand il est réglé correctement, comment le pilote le ressent-il ? Eh bien, pour le pilote, il ressent qu'il n'y a pas d'effort sur le manche. Ça signifie il n'a pas besoin de pousser ou de tirer sur le manche pour garder son avion, par exemple, en palier. Quand on étudie l'aviation, que ce soit sur des grands ou des petits avions, on a souvent cette histoire qui revient en instruction. Par exemple, sur un Cessna 152, l'instructeur demande à l'élève pilote, est-ce que ton avion est trimé correctement ? Si le pilote dit oui, il lui dit alors lâche le manche, voir. Il lâche le manche, et si l'avion est correctement équilibré par le biais du plan horizontal réglable, il n'aura ni tendance à piquer, ni tendance à monter. S'il est déséquilibré, effectivement, au moment où on lâche le manche, eh ben on va voir qu'il va piquer ou il va monter. Ou bien il faudra un effort pour le garder en palier. Donc, les pilotes annoncent donc leur situation d'urgence au contrôleur aérien et cherchent à comprendre ce qui se passe avec ce trim qui est en train de se dérouler à piquer. Heureusement, ce jour-là, il y avait avec eux dans le cockpit un commandant de bord 737 qui avait juste là voyagé avec eux dans le cockpit et il voit le trim dérouler, il leur dit attention, il est en train de dérouler, il faut l'arrêter et pour l'arrêter, il y a des boutons. Il y a des switches à la base de la roue du trim, donc il y a une grande roue, deux grandes roues qui tournent dans le cockpit, elles sont traînées par un moteur ou elles peuvent être tournées à la main. Donc elles tournent et donc au moment où les deux switches sont arrêtés, ça se calme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la roue du trim ne peut pas bouger. Parce que tout simplement, quand on arrête ces deux switches, il y en a un pour le contrôle manuel, qui arrêtera le contrôle manuel par le pilote, et un deuxième qui arrêtera le contrôle par le pilote automatique. Et à ce moment-là, la problématique s'arrête. Mais les pilotes ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé. Toujours est-il que le commandant de bord va prendre une décision assez ahurissante. Alors que ils sont en train de contrôler le trim à la main, c'est très lourd, c'est pas facile, c'est très difficile à gérer avec précision. Le pilote automatique ne marche pas. Il y a encore des alarmes sans arrêt du côté commandant de bord, donc par exemple le vibreur de manche qui ne s'arrête pas. Eh bien, il va prendre une décision ahurissante, ce capitaine. Il va la prendre d'ailleurs contre ce pilote qui visitait le cockpit, qui lui a dit « Reviens, fais demi-tour et on revient atterrir ». Il dit non,
vu que maintenant nous avons la situation sous contrôle, eh bien, allons à destination, continuons. Il va contacter le contrôleur aérien, il va dire j'annule la situation d'urgence que j'ai déclarée, et puis on va continuer à destination. Ils montent au niveau 280, ils ne peuvent pas monter plus haut parce qu'au-delà, il faut avoir un pilote automatique fonctionnel parce que ce qu'on appelle le RVSM, ça veut dire que les séparations entre les avions sont réduites. Depuis les années 90, les séparations sont réduites à ce niveau-là parce que c'est des niveaux très demandés. Tous les avions en croisière volent au-dessus du niveau 280. Donc dans cette zone, des niveaux de vol qui commencent par 3 ou par 4, c'est une zone extrêmement chargée. Donc il est obligatoire d'avoir un pilote automatique qui seul aura la précision suffisante pour voler dans cet espace-là. Donc il vole au niveau 280. Durant le vol, c'est la terreur, c'est la psychose, littéralement. Parce que les passagers voient que l'avion est mal contrôlé, voient que l'avion, il a des mouvements très abrupts. Ça leur fait un petit peu montagne russe. Parfois, il pique, parfois, il remonte. Les pilotes ont du mal à maintenir l'altitude parce que tout simplement, le 737 n'est pas fait pour être piloté comme ça. Cette manière de piloter en ayant le manche dans une main et la roue du trim dans l'autre, c'est quelque chose qui est fait pour les situations d'urgence, des situations très particulières, juste pour pouvoir aller vers un aéroport le plus proche et atterrir. Eux, ils décident d'aller à destination comme ça. On leur demande de garder leur ceinture durant tout le vol, et beaucoup pensent que leur dernière heure est venue. Et puis, au bout d'un moment, le cauchemar se termine, et ils arrivent à Jakarta, et ils atterrissent. Ils atterrissent, ils roulent jusqu'au parking, les passagers débarquent, n'arrivant pas à croire à leur bonne fortune, ils sont en vie, on a nos têtes, nos deux jambes. C'est extraordinaire. Maintenant, l'équipage est dans le cockpit et doit remplir un rapport. Un rapport pour les services de maintenance. Maintenant, il y a un souci. C'est que, une fois qu'ils ont posé et ayant expérimenté et goûté à la difficulté du vol dans ces conditions-là, le commandant de bord est pris de scrupules, de regrets. Il se dit, si je raconte ce que j'ai fait, in extenso, si je vais expliquer tout ce que j'ai fait, et il y a des gens, ça risque de faire sourciller au sein de la compagnie. Un vol qui continue à destination alors qu'il y avait un aéroport qui était à 5 minutes derrière, ils auraient pu juste faire demi-tour, revenir, atterrir, et ils étaient au sol. Ils ont continué pendant plus d'une heure avec un avion dans cet état-là. Ils sont montés au niveau 280 en trimant à la main comme dans les années 30. Ça aurait fait jaser au sein de la compagnie. Le commandant de bord va décider de faire un rapport très minimaliste. Il va dire, souci de sonde, on a eu un souci de sonde. Il va pas expliquer qu'ils ont dû utiliser le trim à la main. Il va pas expliquer cela. Il va même, parce que les deux boutons du trim, les deux boutons qui arrêtent le trim sont protégés. Donc, ce qu'il va faire, c'est que il va les remettre. D'accord? Il va les remettre et remettre la protection. Comme ça, si un agent de maintenance ou un pilote arrive après, parce que c'est des boutons qu'on touche pour ainsi dire jamais, personne ne dira, mais c'est bizarre que ces boutons du trim sont arrêtés. Donc, que se passe-t-il? Il va faire un rapport, je disais, extrêmement minimaliste, en décrivant avec le minimum de mots la situation. Et puis, il va partir et laisser l'avion. Le technicien qui vient va faire un certain nombre de contrôles, ne trouvera rien à redire. La sonde a l'air normale, tout a l'air ok. Il fait faire quelques tests comme ça, des self-tests à l'avion. Tout a l'air normal. Il voit rien de particulier. Et finalement, il va valider l'avion pour que celui-ci reprenne son envol. Le lendemain matin, nous sommes le 29 octobre, et là on a un avion qui a été nettoyé durant la nuit, il a été refuelé, tout ça, et un équipage frais qui arrive. Cette fois-ci, c'est un vol qui doit aller de Jakarta à Depati, vol intérieur aussi. À bord de l'avion, au moment où les portes se ferment, il y a 189 personnes. On a un commandant de bord assez expérimenté, un copilote
qu'il l'est aussi, même s'il est un peu moins, mais il l'est aussi. Et puis l'avion va accélérer sur la piste, et puis prendre son envol et décoller. Comme le problème n'avait pas été réglé la veille, eh bien la même situation va se reproduire. Au moment où il commence à cabrer pour décoller, il y a un bruit épouvantable, et c'est le vibreur de manche qui va intervenir. Les pilotes sont surpris. Sur le côté commandant de bord, il y a la disparition de la vitesse qui devient invalide et l'altitude qui devient invalide. Et l'avion prend son envol. C'est le vol Lion Air 610 de très funeste réputation. Ils commencent à monter. Ils font demi-tour parce que leur intention est de revenir. Ils commencent à faire demi-tour. Et là, l'avion prend de la vitesse et progressivement, les pilotes vont commencer à rentrer les volets. Ils rentrent les volets. Et à un moment donné, au moment où ils ont fini de rentrer complètement les volets, les roues du trim vont commencer à tourner à pic. Mystérieusement, toutes seules, elles vont commencer à tourner à pic. Alors, que se passait-il en fait? C'est quoi ce mystère avec ces roues qui tournent à pic? Alors, au moment du développement du 737 MAX, Boeing avait décidé de mettre en place un système qu'il a appelé MCAS. Ce système-là était censé rendre le comportement du 737 MAX aussi proche que celui du 737-800. C'est-à-dire qu'ils avaient le 800 comme étalon de comportement et ils voulaient que, de manière artificielle si nécessaire, d'où le MCAS, rendre le comportement du MAX exactement le même, en tout point le même, qu'au 737-800. En particulier, les deux avions divergeaient sur quelque chose. Quand le MAX était évolué lentement, à haute incidence, et les volets étaient complètement rentrés en configuration lisse, il y avait une divergence entre son comportement et le 737 MAX. En particulier, la sécurité de la remise des gaz, ça signifie si les gaz étaient remis brutalement, il avait tendance à se cabrer. Le 800 se cabre assez brutalement, mais celui-là, encore plus. Donc, ils ont installé ce dispositif pour essayer artificiellement, de rendre les deux avions identiques en termes de comportement. Mais alors pourquoi? La raison, c'est que beaucoup de clients avaient des 737-800 qui commençaient à devenir un petit peu vieux, qu'ils voulaient remplacer. Et normalement, logiquement, Boeing voulait aller vers ce marché-là. Démarcher ces clients qui ont déjà acheté le 800 et leur dire, est-ce que vous n'êtes pas prêts maintenant à changer votre flotte et on vous vend le MAX. Le problème, c'est que les services commerciaux de Boeing avaient besoin d'un argument massue pour les compagnies aériennes. C'était faciliter l'acquisition de l'avion quand on pense à l'entraînement des pilotes. C'est-à-dire que si on dit à la compagnie aérienne qu'on cible, alors on vous vend le 737 MAX, mais quelque part, les pilotes, il faut les réentraîner. Il faudra des heures de simulateur, il faudra les requalifier dessus, parce qu'il est différent. Une compagnie aérienne qui a 500 pilotes, va peut-être réfléchir à deux fois. Ils vont se dire, ça va nous coûter cher de réentraîner les pilotes, de les requalifier sur cette machine. Alors si par derrière, on a un autre constructeur concurrent qui arrive, qui dit, nous, on peut vous vendre nos machines moins chères, mais de toute façon, il faudra qualifier, mais avec Boeing aussi, il faudra qualifier. C'est vrai qu'il y a un risque qu'une autre offre se trouve à distance compétitive, quand on compare tout le package. Dans ce cas-là, Boeing avait besoin d'un argument, en disant aux compagnies aériennes, écoutez, le 737 MAX, et il dit aussi à la FAR, se comporte exactement comme les 800. De sorte si quelqu'un pilote le 800, il n'a pas besoin d'entraînement. Il peut directement, le jour même, la première fois de sa vie qu'il voit le MAX, il peut aller dans le cockpit et le piloter. Et ça, c'est un argument qui parle aux compagnies aériennes. Parce que il y a effectivement une économie énorme sur la formation. Et effectivement, par rapport à de la compétition, c'est vrai que ça parle. Parce qu'une compagnie va dire, OK, on pourrait quitter Boeing, sortir du 800, sortir de Boeing complètement et acheter autre chose. Sauf qu'il faudra former les pilotes. Mais si on reste chez Boeing, on achète le MAX, on forme personne. D'où l'existence du MCAS. Le MCAS, Boeing n'en a pas informé les pilotes. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que si on commence à informer les pilotes sur les particularités du 737 MAX, on va finir avec une formation 737 MAX. Or, c'est ce qu'on cherche à éviter. On cherche à dire que c'est exactement le même avion. Donc,
On ne peut pas les former sur les détails parce que du moment qu'on commence à publier des détails différents, à ce moment-là, il faut qu'ils s'assoient dans une classe, dans un simulateur et tout ça, puis on est reparti pour une formation. C'est ce que les compagnies veulent éviter. Il y a ce premier point. Le deuxième point également. C'est un point qui est tout à fait logique, on comprend. Les avions sont de plus en plus complexes aujourd'hui. On ne va pas expliquer au pilote toute l'ingénierie de l'avion. On va lui donner suffisamment pour qu'il sache le piloter, pour qu'il puisse le piloter. Un pilote qui est en train de se former sur un avion n'est pas en train de passer un PhD sur un avion. Il est tout simplement en train de vouloir le piloter. Donc on lui donne de quoi le piloter, c'est tout, et pas plus. Allez chez Airbus, par exemple. Est-ce que Airbus va vous donner le code source d'une mise à jour d'un ELAC ou d'un SEC ou autre? Non, il va pas le faire. C'est tout simplement, il va expliquer comment ça se manifeste sur le plan donc du pilotage, mais la cuisine interne, généralement, n'est pas partagée. Parce que tout simplement, ça ferait trop pour former les gens, ça serait trop de documentation, trop de paperasse, trop de choses à penser. Donc, sur le moment, Boeing ne voit pas de mal à ne pas parler du MCAS. Comment il marche le MCAS? Le MCAS, eh bien, il a 3 conditions d'engagement. Première condition, l'avion est en pilotage manuel. Parce que quand on est en pilotage automatique, on s'en fiche des différences entre le Boeing 737-800 et MAX. Le pilote automatique, lui, sait gérer et on s'en fiche complètement. Parce que lui ne sera pas formé à piloter ces avions. Il le sait déjà. Donc, il faut que ça soit en pilotage manuel. Deuxièmement, il faudra que les volets soient rentrés. Donc, on est en configuration lisse. Tous les hypersustentateurs, toutes ces surfaces-là, sont rentrées. Parce que c'est là où, d'après Boeing, ils ont constaté la plus grande divergence de comportement entre les deux avions. Troisièmement, il faut qu'on vole à haute incidence. Ça signifie que ça ne se manifeste pas aux incidences usuelles, ça va se manifester quand l'incidence est élevée. Ça veut dire que sur 737 MAX, pour activer le MCAS, ce qu'il faut faire, c'est voler à la main, ralentir de plus en plus, jusqu'à ce que l'incidence soit élevée, et bien sûr, s'assurer que les volets soient rentrés. Et à un moment donné, il va commencer automatiquement à faire tourner les roues du trim à piquer, pour aider le pilote, pour éviter que celui-ci ne perde le contrôle et ne fasse décrocher l'appareil. Bon. L'incidence. Comment le MCAS sait que l'incidence est élevée? Eh bien, il est connecté, il prend l'information d'une sonde d'incidence. Je vais vous montrer à quoi ressemble une sonde d'incidence. Celle-ci vient d'un avion de chasse, mais sur Boeing ou Airbus, il y a exactement les mêmes. D'accord, elles peuvent être plus ou moins grandes, couleurs plus ou moins différentes, mais on parle exactement de la même chose. Alors, la sonde d'incidence, si je prends cet appareil, elles sont installées de chaque côté, à gauche et à droite. D'accord, il y en a typiquement 3. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est la sonde d'incidence qui est placée du côté gauche, c'est le côté commandant de bord. Alors, elle est placée comme ceci. Ok. Donc, et elle vole au vent, littéralement. Cette ailette, je vais vous montrer, cette ailette, qui est, vous voyez, il y a un effet magnétique, cette ailette-là, elle peut bouger librement, elle a des butées. Il y a une butée là, il y a une butée ici. Mais, elle peut bouger, et elle vole au vent, en fait. Ça signifie quand le vent souffle dessus, si le vent souffle dessus de ce côté, si mon vent arrive comme ceci, mon vent relatif sur un avion, s'il arrive comme ceci, elle vole comme ça. Si mon incidence augmente, ça signifie que le vent relatif commence à attaquer l'avion comme ça. Si un avion est lent, le vent relatif arrive dessus comme ceci. D'accord? Eh bien, ma sonde qui est placée là, elle va recevoir l'air comme ceci et elle va partir vers le haut. Voilà, ça c'est haute incidence. Vous voyez ça? Ça c'est haute incidence. J'ai mon avion qui est lent, qui est cabré, et la sonde, l'ailette de la sonde, va partir vers le haut. D'accord? Cette ailette qui bouge, à l'intérieur, il y a un certain nombre de bobinages, comme vous pouvez voir ici, qui sont dessinés ici. Il y a un certain nombre de bobinages, il y a un système d'aimant qui fait que on va détecter la position de l'ailette. D'accord? Il y a un système qui permet de détecter la position de l'ailette. Et après, ce qu'on fait, c'est que sous la forme de signal électrique, n'est-ce pas? Si j'arrive à enlever ce bouchon, sous forme de signal électrique, on va envoyer ça à des ordinateurs. On va distribuer ça, vous voyez? Donc on a des signaux électriques qui vont voyager là-dedans, et on va distribuer ça
à des ordinateurs qui en auront besoin. Alors, sur les anciens appareils, si je prends l'aviation des années 50, pratiquement chaque instrument était indépendant. Chaque instrument était là, avait son aiguille, avait ses propres sondes, et puis travaillait, élaborait tout seul. D'ailleurs, souvent la logique ou le mécanisme d'élaboration de la donnée était placé à l'intérieur de l'instrument. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les instruments sont des instruments bêtes, entre guillemets. Ça veut dire, si on les démonte, il n'y a rien. C'est juste un afficheur qui reçoit une donnée à afficher. On a des bus de données. Ça signifie qu'on a plein de sondes partout qui vont capter des informations, qui vont les injecter dans une bus de données. Et les ordinateurs, différents ordinateurs, vont prendre les données dont ils ont besoin et les utiliser pour eux-mêmes élaborer encore d'autres valeurs à injecter dans les instruments et dans les systèmes. Avec ceci, on se retrouve dans une situation où pratiquement tout est connecté à tout. Ça veut dire qu'on peut avoir une sonde qui plante quelque part, et puis on va avoir une problématique qui va aller un peu partout. Sur Airbus ou sur Boeing, j'exagère ce que je vais dire, c'est de l'exagération, c'est une caricature, mais on pourra finir un jour avec une sonde qui déconne, et on peut finir avec un passager coincé dans les toilettes, la chasse qui marche pas, ou un micro-ondes qui refuse de s'allumer. Tellement tout est connecté à tout. Dans le cas qui nous intéresse, la sonde gauche, qui a été remplacée précédemment 2 jours avant, eh bien elle était défectueuse. Malgré le fait qu'elle a été envoyée aux États-Unis et qu'elle soit revenue, elle a été défectueuse à 2 titres. Premier titre, elle avait un problème interne qui n'a pas été détecté par l'atelier en Floride. Ils n'ont rien vu du tout. Ils l'ont juste nettoyé, ils ont changé 2-3 trucs, et puis bon voilà. Et ils n'ont pas un 737 sous la main, ils vont pas la placer dans un Boeing et aller voler avec. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont reçu un petit rapport, une petite fiche qui dit voilà ce qu'il y avait comme problème. Bon, eux, ils règlent ce qu'ils perçoivent, et puis c'est tout. Et après, ils signent, bam, elle est réemballée, elle est prête à être utilisée. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le technicien qui l'a installé sur le Boeing, ben, il l'a pas calibré. Parce que cette sonde, bon, d'accord, vous voyez comment elle peut bouger. Elle peut bouger un petit peu, hein, d'accord. Vous voyez, elle a cette liberté de mouvement. Quand on l'installe sur un Boeing, okay, si on l'installe mal, si par exemple, imaginons qu'au moment où je l'installe comme ça. C'est-à-dire au lieu de l'installer comme ceci, je l'installe comme ça. Ok. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Déjà au départ, déjà elle va montrer une incidence élevée. Déjà avant même qu'on ait commencé de parler. Alors plus tard, quand l'avion décolle, et puis elle commence à recevoir l'air par-dessous un peu, eh bien, elle va indiquer une incidence excessive, alors qu'on n'a pas dépassé une incidence excessive. Mais elle va faussement indiquer une incidence excessive. Le gars qui l'a installé ne l'a pas calibré. Or, le calibrage est très important. Lui, il a juste installé, vissé, connecté, et puis c'est bon, ça a l'air bien, je pars. Les pilotes, quand ils ont décollé, effectivement, 2 fois de suite. Donc, c'était le premier vol vers Jakarta, le vol de la veille, ils ont eu ce problème. Mais comme ils ne l'ont pas expliqué clairement aux techniciens, les techniciens n'ont rien vu, et on est à plusieurs couches de maintenance aux États-Unis et en Indonésie, où personne ne voit rien. On a des problèmes répétitifs et personne ne semble les détecter. Toujours est-il, le vol 610, une fois qu'il prend son envol, je disais, même problème que la veille, des vibrations, l'altitude devient invalide, la vitesse devient invalide. Alors maintenant, il y a plein de pilotes qui fréquentent l'aéroclub, qui me font l'amitié de regarder ce canal. Ils vont dire, mais depuis quand l'incidence est utilisée pour calculer la vitesse ou l'altitude? Effectivement. Pourquoi l'incidence? Pourquoi l'altitude est invalide? Pourquoi la vitesse est invalide? Alors qu'on a une sonde qui marche pas. Alors une sonde ne marche pas, on veut bien. Mais pourquoi le reste est invalide? Ah oui, alors en fait, il y a un problème. C'est que, comme je disais précédemment, il y a tout qui est connecté à tout dans ces avions-là. Donc effectivement, on a besoin de vitesse. Pourquoi? Parce que, voilà. Au-delà des sondes d'incidence, il y a des sondes statiques qu'il y a sur l'avion. C'est juste des petits trous comme ça qui permettent de mesurer la pression statique. Le problème, c'est que la vie étant ce qu'elle est, ces sondes statiques peuvent des fois recevoir de l'air dynamique. Et donc, leur pression va être perturbée. La pression statique, quand on mesure une pression statique, on ne souffle pas dans la prise. Donc, là, il y a un souffle qui va dans la prise. Or, ce souffle dépend de quoi? Eh bien, ce souffle, il va dépendre, chez certains Airbus, c'est calculé avec la vitesse. Ça signifie, selon la vitesse, on va introduire un paramètre correctif sur la prise statique, la pression statique qu'on a mesurée. Et bien sur le Boeing, ce qu'on va faire, c'est que sur le 737,
on va utiliser l'information qui vient des sondes d'incidence pour aller corriger, introduire un facteur correctif sur la pression statique. Comme la pression statique est utilisée effectivement pour l'altimètre, mais elle est aussi utilisée pour la vitesse, eh bien forcément, si on a une information qui est polluée, eh bien ça ira sur la vitesse et sur l'altitude. Ce que je vous disais, c'est tout qui est connecté à tout dans ces avions-là. Ce qui rend extrêmement difficile l'identification, l'isolation des problèmes. Alors, l'avion accélère, il commence à rentrer les volets, et au moment où il rentre complètement les volets, je vous le donne en 1000, que se passe-t-il? Le trim commence à se dérouler à pic. Alors le commandant de bord le voit, le réalise, parce qu'il est en train de piloter manuellement, il se dit, oui, waouh, c'est en train d'aller à piquer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Avec les boutons, il va commencer à corriger. Il va corriger à cabrer. Ça se calme, hein, l'avion est équilibré. 15 secondes plus tard, 20 secondes plus tard, tic, 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 les roues du trim retournent à piquer. Et il va prendre 100 boutons et encore il va appuyer. Au total, c'est plus de 21 fois que ça va arriver. D'accord? À divers moments. Que se passe-t-il? On a, par exemple, à la minute 28-22, le MCAS se déclenche pendant 1 seconde. Et puis là, le commandant de bord corrige. Et puis on a le trim qui est à 5,4 points. Ce qui est normal, ça va bien. Un peu plus tard, 8 secondes plus tard, il va se déclencher pendant 4 secondes. Le commandant de bord corrige et on est à 5,6 points de trim. 14 secondes plus tard, encore pendant 4 secondes, 6 secondes, 7 secondes, 4 secondes, 6 secondes. Et à chaque fois, le commandant de bord corrige. Bon. Ce qui n'est pas, c'est quand même extraordinaire, c'est que tous les pilotes de la Terre, parce que l'histoire de la veille a été présentée comme un miracle, qu'un 3e pilote était là, puis que celui-ci, héroïquement, a vu que le trim tournait et a dit qu'il y a des switches qui permettent d'arrêter ce trim. En vérité, toute cette histoire, elle est abracadabrante. Parce que parmi le b.a.-ba du pilotage du Boeing, c'est deux choses saillantes, qui se reviennent tout le temps sur le Boeing. Savoir gérer une panne moteur au décollage, et dans la même catégorie de panne, savoir gérer un déroulement intempestif de trim. Parce que comme il a un trim, et que le trim est énormissime, eh bien effectivement, tous les pilotes, à l'instant où on leur dit qu'il y a un trim, eh bien l'instant d'après on leur dit oui, mais attention, il y a des cas extrêmement rares, ça n'arrive pas tous les jours, mais il y a un mode de panne qui a été imaginé par Boeing, c'est que le trim peut commencer à se dérouler tout seul, et il faut que le pilote soit à même de l'arrêter si jamais ça se déroule de manière intempestive. Ça fait partie du b.a.-ba du pilotage du Boeing. On n'est pas dans les arcanes de l'aviation, on est réellement dans le basique. Okay. Donc, le commandant de bord ne va pas agir sur ces switches. Il va continuer tout simplement à agir contre le MCAS. Le MCAS veut piquer, lui il cabre, le MCAS pique, lui il cabre. Il va faire cela 21 fois, je disais. Ça va durer 10 minutes, cette histoire. Pendant 10 minutes, il est là, clic. Alors, à un moment donné, ce qu'il va faire, c'est qu'il est en contact avec la tour de contrôle à Jakarta pour justement arranger le retour. Il est en contact avec le service, donc les services d'approche. Et il sent qu'il a peut-être un peu trop de travail entre parler à la radio, piloter. C'est pas usuel. D'habitude, c'est pas celui qui pilote qui parle à la radio. Hein. Il fait quoi? Il dit au copilote, prends les commandes. Le copilote prend les commandes. Mais il lui dit pas. Il va pas le briefer. Il va pas lui dire, écoute, ça fait 10 minutes que je suis en train de trimer up, parce que lui veut trimer down. Donc ça fait 10 minutes que je suis en train de le faire, donc si jamais ça te le fait, ça va certainement te le faire, juste donne un petit coup up. Il va pas lui dire ceci. Pourquoi il lui dit pas? On n'en sait rien. Une des raisons qu'on peut imaginer, c'est que quand on donne un 737 à un pilote qui a l'habitude de piloter ce genre d'avion, on lui dit pas si le trim, si tu trouves que c'est pas trimé, tu corriges. Parce que ça fait partie du b.a.-ba du pilotage
du Boeing. Les pilotes de Boeing passent leur temps, donc ils agissent sur le manche, ils agissent tout le temps avec le doigt sur le trim. Donc, il ne va pas lui expliquer. En tout cas, le copilote prend le manche, et au bout de quelques secondes, là, la roue du trim commence à tourner. L'avion devient de plus en plus lourd, il veut piquer. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le manche et il va commencer à tirer de plus en plus. Là, il est à 46 kg de force. L'avion devient de plus en plus lourd. Mais il dit, il est lourd. Et puis après, clic, la roue du trim tourne encore. Il devient de plus en plus lourd pour lui. Il n'a pas la moindre idée, d'appuyer sur les roues, sur les boutons du trim pour recabrer, pour recorriger. Et il n'a pas l'idée d'appuyer sur les boutons pour arrêter le déroulement intempestif du trim. S'il trouve que ce trim est en train de faire n'importe quoi, il faut l'arrêter. Il n'a pas cette idée-là. Il y a même une idée encore beaucoup plus basique. Il y a une idée encore plus primaire, plus primitive. C'est que sur le Boeing 737, ces roues qui tournent, elles sont entraînées avec paramoteur et tout ça, et qui vont in fine agir sur le plan horizontal réglable. Eh bien, ces roues-là, elles ne sont pas capables, par design, par construction, elles n'ont pas plus de force qu'un humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il fait juste ça, et il pose sa main sur la roue, il la chope, et il pose sa main dessus, ça suffit. La roue ne peut pas tourner. Il y aura une force, elle voudra aller contre lui, il sentira qu'elle veut bouger, mais il sentira qu'il peut l'arrêter. Mais il n'y a aucun de ces plans qui n'est déployé. Autre chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas seulement une question de force. C'est pas seulement une question de force. Parce qu'on peut dire, oui, imaginons que je suis Hulk, que je suis une force de la nature. Alors bon, je m'en fiche complètement du trim, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai assez de force pour prendre le manche et le garder. S'il faut 50, 60, 70 kilos, j'ai la force. Ce n'est pas que ce problème-là. Il y a plus loin que ça. Je vous le dis. Imaginez une voiture. Prenez une voiture qui est tordue. Vous avez une voiture pour une raison XY, elle est tordue. Et vous devez la conduire tordue, peu importe. Vous essayez d'aller droit et vous remarquez qu'elle a une super tendance à aller à gauche. Ok. Donc, vous faites quoi? Avec le volant, vous corrigez. Vous dites, écoutez, je vais tourner le volant à droite. Et vous remarquez que si vous donnez un tour complet à droite, eh bien, elle arrive à filer droit. Voilà. Quel sera votre problème numéro 1? Problème numéro 1 sera le poids. Bien sûr, le poids. Imaginons que vous n'avez pas de direction assistée, donc, ou partiellement assistée. Donc, vous avez le poids. C'est lourd, hein. Il faut garder le volant, tourner un tour complet vers la droite juste pour filer droit. Quel est le deuxième problème? Le deuxième problème, c'est que vous avez un problème d'autorité. Pourquoi? Si vous voulez aller à droite maintenant, c'est quoi votre autorité pour aller à droite? Elle est extrêmement réduite. Tout simplement parce que vous avez fait un tour complet de volant rien que pour aller droit. Ça veut dire que maintenant, vous avez peut-être juste un demi-tour de volant vers la droite. C'est tout. C'est-à-dire que si vous devez braquer à droite, vous allez remarquer que votre braquage à droite, eh bien, il est extrêmement limité. Alors à gauche, vous en avez plein. Mais à droite, vous avez déjà consommé un tour entier rien que pour aller droit. Donc maintenant, si vous voulez braquer encore à droite, très rapidement, vous allez toucher la butée de votre volant. Donc peut-être si vous avez un virage trop serré, vous ne pourriez pas le faire. Il y a ce problème-là. Donc, sur le 737, c'est pareil. Si on a le manche et qu'on tire, et qu'on doit déplacer le manche de plusieurs centimètres, on l'a presque contre la poitrine, rien que pour rester en palier, eh bien ça veut dire que si on veut par exemple monter, on n'a pas beaucoup d'autorité. On n'a peut-être que 5 cm, 10 cm, et c'est fini. On est déjà embuté. Donc, s'il y a des conditions, par exemple la vitesse change, les volets sortent, etc., on peut se retrouver dans une situation où l'avion peut piquer et on n'a plus la possibilité de le contrôler. Ça signifie même avec toute la force humaine au monde et avec même le manche embuté, c'est fini. D'ailleurs, si on regarde l'avion depuis dehors, ça se voit tout de suite. Remarquez, hein, c'est cassé, mais remarquez la taille relative des deux surfaces. Le plan horizontal réglable, eh ben, il est énorme. Les surfaces de vol, de profondeur, elles sont plus petites. Donc qui va gagner? Ben, forcément, c'est lui qui va gagner à un moment donné. Peu importe l'effort, peu importe ce que je raconte, c'est ce plan-là qui va gagner. Prenez un Airbus A380 par exemple.
Le plan horizontal réglable, je sais que c'est pas une terminologie Airbus, mais le plan horizontal réglable à l'arrière, il a la taille d'une aile d'un Airbus A320. Il est immense. Même si les gouvernes de profondeur sont immenses, eh bien, ils ne pourront jamais gagner contre un trim qui est envoyé complètement dans la mauvaise direction. Voilà l'idée, ce qui s'est passé dans 737. À ce moment-là, le copilote commence à perdre le contrôle. Donc il dit, l'avion est en train de descendre. Parce que là, il n'arrive plus, il n'a plus de force, il n'a plus d'autorité, et l'avion commence à piquer. Et il dit, c'est en train de partir, je suis en train de descendre. Le commandant de bord répond un truc du genre, ok. Il est toujours à la radio, il dit ok. Le trim, cette fois-ci, il est à 0. Ça veut dire qu'il a piqué complet. Quand l'index, quand l'aiguille va sur l'index 0, c'est-à-dire que le trim est complètement à piquer. Et l'avion, là, il commence à tomber à 10 000 pieds par minute. Il fonce, et bam, il sort des nuages, tape contre l'eau, tuant tout le monde. « 189 morts. Un accident d'une gravité absolument effroyable, qui aurait pu être évité juste en prenant la main et en chopant la roue du trim, qui aurait pu être juste évité en arrêtant les switches du trim, comme tous les pilotes de Boeing 737, dont le monde s'est entraîné à faire, qui aurait pu être réglé juste en gérant à la main, avec le switch, en essayant de ramener, chaque fois que le MCAS fait piquer, on ramène à cabré. Comme l'a fait pendant 10 minutes avec un beaucoup de succès, le commandant de bord. Mais voilà. L'avion va être écrabouillé contre l'eau, tuant tout le monde. Et puis, bien sûr, cette femme qui avait sauvé cet oiseau attendait des nouvelles de sa fille. Des voisins ont commencé à affluer chez elle, à se dire oui, on a vu les news, on sait qu'ils cherchent du monde, ils vont nous dire bientôt s'il y a des survivants. Et au bout d'un moment, voilà, la mauvaise nouvelle tombe. Elle sait que sa fille était dans cet avion de Lion Air, et puis que, voilà, malheureusement, elle est décédée en compagnie de tout le reste. Merci en tout cas d'avoir suivi jusque-là, et cette histoire va se continuer avec le deuxième crash qui est arrivé plus tard, celui de l'Ethiopian Airlines. C'était également un 737 MAX. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se voit dans la prochaine.